Bien, bonjour à toutes et tous. C'est avec un très très grand plaisir et même un petit peu d'émotion que le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, le siège pour les intimes, vous accueille ce matin, vous souhaite la bienvenue pour son jubilé. C'est quoi un jubilé? Et on aime beaucoup au séminaire aller regarder l'étymologie des mots. Et donc je me suis dit, c'est quoi l'étymologie du mot jubilé? Eh bien, ça vient de jubilaus, qui vient de l'hébreu yobei. Bélier, corne de bélier au corps, c'était en fait une solennité publique juive qui se passait tous les 50 ans. Alors les plus fins linguistes parmi vous se disent, mais pourquoi pas jobelaus? Excellente question. Eh bien, parce qu'il y avait le même mot à l'époque qui était jubilare, pousser des cris, et donc par une espèce de dérivation paronymique, le mot est devenu jubilaus, qui signifie pousser des cris de joie ou chanter dans l'allégresse. Rassurez-vous, depuis 1752, ça veut dire éprouver une grande joie, jubiler, sans qu'il soit nécessaire de l'extérioriser, mais si vous le sentez, n'hésitez surtout pas. Mon exposé sera divisé en 3 parties, 3 périodes de l'histoire du siège que je vais essayer de vous résumer le plus que je peux, en tout cas dans les 20 minutes qui me sont imparties. Alors d'abord le contexte, il faut remonter un petit peu en arrière, c'est mai 67 et mai 68. Il faut savoir que jusqu'en 67, eh bien, il n'y avait pas de candidature en droit, c'était la faculté de philo et lettres qui organisait l'équivalent de la candidature en droit. Eh bien, un arrêté royal du 18 mai 67 crée cette candidature en droit, et donc la faculté universitaire Saint-Louis devient les facultés universitaires Saint-Louis au pluriel en 69. Et là, il faut tout construire ou reconstruire, et c'est Monseigneur Van Kem qui s'entoure de fins équipiers, tous plus brillants et illustres les uns que les autres, dans l'esprit, me disait Françoise, de mai 68. Et donc, on a ces deux mai 67 et 68 qui permettent de créer cet esprit qui va animer bientôt la création du SIEJ. Je mentionne quand même en 1973 la naissance des presses, grâce notamment à Michel Van de Kerkhove, dont je reparlerai évidemment, et Marie-Françoise Touat, qui m'expliquait récemment qu'ils allaient à pied jusqu'aux éditions Goumard pour adapter les réglettes sur les manuscrits. Enfin, c'était un truc tout à fait savoureux, en tout cas très 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 expérimental, et c'est comme ça que cette belle collection noire et rouge, bleu, jaune, vert, enfin pour nous plutôt noir et vert, c'est comme ça qu'elles sont arrivées. Alors en 1974, tout est prêt pour la création du SIEJ ou SEJI, parce que ça c'est le premier scoop. Le SIEJ ne s'est pas toujours appelé comme ça, j'y reviens dans un instant. C'est donc évidemment VDK, Michel Van de Kerkhove, qui est doyen, qui lance cette idée du séminaire. L'idée c'est quoi? C'est faire d'une limite, c'est-à-dire une petite institution des sciences humaines, eh bien, une force, c'est-à-dire un endroit où ces différentes disciplines peuvent coexister, discuter, parler de questions en commun, mais aussi en retour, non seulement discuter en commun de ces questions d'intérêt général, si je puis dire, mais aussi permettre d'éclairer leurs enseignements suite à ces discussions collectives. Donc c'était l'idée de VDK. Il engage Philippe Gérard comme assistant assez vite, et puis ensuite, mais vous les connaissez tous, vont suivre François Host, Luc Dumont et d'autres, mais aussi des non-juristes qui vont assister à ces séances, Anne-Marie Dillens, Jean Florence, pour n'en citer quelques-uns, plus tard Guillaume de Stex, que j'ai vu dans la salle. Et donc, en 1974, on commence sur le thème de l'interprétation en droit. Et ces séminaires vont continuer à se poursuivre avec des étudiants motivés. J'ai parlé d'Hugues Dumont et Françoise qui viennent assister aux séances. Deuxième moment absolument important, c'est 1978, puisque le SIEJ publie son premier livre, L'interprétation en droit, approche pluridisciplinaire. Ah, déjà, c'est bizarre, le mot pluridisciplinaire, on va en discuter dans un instant. Mais aussi, on crée la RIEJ, la Revue interdisciplinaire d'études juridiques, qui, elle non plus, ne s'appelait pas RIEJ à l'époque, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Voici les archives qui nous viennent tout droit des caves de Saint-Louis. Donc, la revue devait s'appeler Instance, Revue d'études juridiques interdisciplinaires. Ah oui, REJ, en sous-titre. Et donc, c'est un projet qui était adopté par le séminaire d'études juridiques interdisciplinaires, le SEJ. C'est comme ça qu'il s'appelait en fait pendant les 4 premières années, j'ai découvert ça, et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais l'idée était donc de constater qu'il y avait de plus en plus d'études interdisciplinaires, un petit peu éparses, un petit peu parsemées, et l'idée était d'essayer de structurer un petit peu tout cela, puisqu'on lit que le séminaire d'études juridiques interdisciplinaires dispose d'un potentiel humain et matériel de base.
on peut le confirmer après toutes ces années que ce potentiel était relativement intéressant. Et donc, on essaie de créer un carrefour de réflexion sur le droit en publiant des études critiques menées à partir de diverses sciences humaines et concernant l'un ou l'autre des multiples aspects du phénomène juridique. Des études consacrées à tel ou tel point du droit positif pourraient être accueillies à condition qu'elles servent de matériau à une recherche critique de ce type. Inversement, pourraient être publiées des études relatives à tel ou tel aspect de la méthodologie des sciences humaines, à condition que soit suggéré, éventuellement réaliser les modalités de son application au droit. L'originalité de la revue, c'est aussi sa modestie dans la forme, nous dit-on, un coût relativement bas, on dirait aujourd'hui, qui défie toute concurrence. Et sur la forme, eh bien, un rythme de 2 livraisons annuelles paraît raisonnable, se dit-on à l'époque. Ça reste encore raisonnable aujourd'hui. En tout cas, je pense que plus, ce serait tout à fait déraisonnable. Donc, c'était pour la période de lancement, mais on a gardé ce rythme-là. Un numéro en novembre, un autre en mai. Le premier numéro est prévu pour la fin de l'année 78. L'échéance a été respectée. Dans un premier temps, on tire à 300 exemplaires. Évidemment, maintenant, elle est accessible en ligne. Elle comportera environ 120 pages. Bon, on a aujourd'hui des numéros qui font parfois plus de 400 pages et sera imprimé en offset. Et ça, c'est le passage que je préfère. L'offset reproduira en réduction un texte tapé à la machine IBM, possédant 8 caractères différents. L'alignement des textes sera presque parfait, car la perfection n'est pas de ce monde. La couverture sera cartonnée et de couleur. Sa maquette pourra comporter signes, symboles, dessins ou photos. Le papier sera de bonne qualité, mais pas glacé. Les feuilles de couleur peuvent être insérées. Voilà ce qui se passe. Et puis, quelques mois plus tard, surprise, surprise, séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, auparavant dénommé séminaire d'études juridiques interdisciplinaires. Pourquoi le nom a changé? On ne le saura jamais. Vous pouvez demander à François pendant la pause café, mais ça reste voilà, un de ces mystères. Et alors, ce mystère s'accompagne d'un autre, c'est que la revue change de nom. Ce ne sera pas Instance, ce sera la revue interdisciplinaire d'études juridiques, dont le premier article est signé Michel Van de Kerkhove et François Host, et s'interroge sur les possibilités et limites d'une science du droit. Alors, quelques extraits ici, je ne vais pas tous vous les lire, mais cet article s'interroge d'abord sur près de 40 pages que on résumerait un peu dans la contribution écrite, mais il faut quand même aller lire l'article. D'abord, se dire qu'une science du droit, ben forcément, ce serait une science herméneutique. Ça, c'est une idée qui est restée toujours très présente. Et puis, les auteurs examinent les impasses, les faiblesses des approches juste naturalistes et positivistes qui dominaient encore à l'époque, et ce qu'ils appelaient le piège du descriptivisme. Car pour les auteurs, pour atteindre une objectivité scientifique, en fait, il faut changer de point de vue. On ne peut pas rester dans le point de vue du juriste. Il faut un certain déplacement pour pouvoir mieux saisir l'objet qu'on essaye d'étudier. Et donc, la constitution d'une théorie juridique ne peut se contenter d'une perspective interne, je cite. Elle ne pourra en effet rendre compte de manière critique des traits structurels de son objet qu'en s'enrichissant continuellement de l'apport des sciences humaines dans la mesure où leurs objets se recoupent partiellement. Alors, je vous ai dit, le premier ouvrage est publié en 1978 sur l'interprétation. Il se trouve qu'on a un jeune étudiant assez brillant qui s'appelle Hugues Dumont. On va lui demander de faire le compte-rendu dans la RIEJ de 79. Ce qu'il va faire en de nombreuses pages, c'est quasiment plus un compte-rendu, c'est quasiment un article. Mais il termine malgré tout sur quelques remarques de type terminologique. Il a remarqué des variations. On parle parfois pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Alors, dit-il, il faut un peu clarifier les choses. Une démarche pluridisciplinaire, dit-il, se content de juxtaposer des disciplines plus ou moins voisines. Une approche interdisciplinaire a pour objet la mise en lumière d'une interaction entre ces disciplines. Interaction susceptible d'être poussée jusqu'à une certaine intégration des concepts directeurs et de la méthodologie, à condition d'éviter l'écueil consistant à croire que l'on peut faire sortir un travail interdisciplinaire d'un groupe et d'une situation pluridisciplinaire dans laquelle les conditions de production d'un tel travail ne sont pas réunies. Et Hugues dit, je me demande si le séminaire n'est pas un peu tombé dans ce piège, mais on en est bien conscient. Donc voilà, il essayait d'être un jeune blanc-bec, quoi, mais il a décidé de provoquer un petit peu les fondateurs du séminaire, et donc il les invite. Il dit, il faut tenter de cheminer en gérant consciemment et explicitement cette tension féconde entre le respect essentiel des différences et le désir légitime d'une progression vers l'unité. Appelle donc aux 3 éminences grises du séminaire, VDK, François Host et Philippe Gérard. L'appel sera reçu 5 sur 5.
Pas tout de suite, parce qu'il faut dire qu'ils ont un certain nombre de choses sur le feu, puisque François, lui, termine sa thèse avec Jacques Lenoble, qui sera publiée en 1980. Philippe Gérard, sa thèse également, qui sera publiée en 1981. Et François et Michel Van de Kerkhove vont publier leur premier ouvrage à quatre mains. Si vous ne savez pas qu'ils en ont publié plusieurs, c'est pas normal, hein. Donc voilà, et c'est le début d'une très longue et riche collaboration, à mon avis, en termes d'écriture à quatre mains, probablement la plus riche de la théorie du droit. Je crois pas trop m'avancer en l'affirmant. Et donc, en ayant publié tout ça, eh bien, ils ont attendu un petit peu depuis 79, mais en 81, le SIEJ organise une rencontre avec le groupe Interlabo, lié à la revue Déviance et Société, qui a été créée en 77, et le Centre d'études techniques et d'évaluation législative de Genève, le CETEL. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va justement discuter de ces balises méthodologiques sur base d'un texte qui a été rédigé par François, mais après des discussions collectives au sein du séminaire. Et donc, le texte dit bien, c'est François qui a tenu la plume, mais les idées sont vraiment celles qui reflètent cette discussion et, dit-on en notre débat de page, l'opinion de la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet article? De nouveau, je ne peux que le résumer de manière un tout petit peu arbitraire. La distinction devenue tout à fait classique, hein, entre ces trois formes de dialogue entre disciplines scientifiques. Le dialogue pluridisciplinaire qui fait coexister autour d'un objet commun plusieurs disciplines, hein. On parle de Babel scientifique, on pense qu'on discute, mais finalement on discute un peu les uns à côté des autres. Le dialogue transdisciplinaire, alors lui, on abandonne les points de vue particuliers, on essaie de créer une langue commune, une espèce d'espéranto, et là on se dit déjà à l'époque, c'est peut-être un peu prématuré, mais c'est peut-être aussi pas tout à fait pertinent. Et puis, évidemment, le dialogue interdisciplinaire qui va être privilégié, qui vise une véritable articulation des disciplines, une traduction scientifique. Le terme traduction apparaît déjà, vous le savez, il sera bien développé par la suite par François. La possibilité, conclusion, la possibilité et l'opportunité d'une approche externe à l'objet juridique, mais respectueux du point de vue interne qu'il développe, dont la conscience des juristes sont ainsi affirmées. Ça, c'est vraiment l'affirmation de la méthodologie qui est proposée à l'époque et qui sera répétée tout au long des années qui suivent. Donc, une approche externe, mais respectueuse du point de vue interne. Voilà les fondements, et sur cette base, il y a eu des discussions avec tous les intervenants, et tous les textes ensuite ont été publiés dans un numéro qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque et parcourir, qui est le numéro 1982 de la RIEJ, qui reprend ces différents textes qui sont des discussions, des réponses à ce premier texte. Et Michel Van de Kerkhove et François Host, sur base de ces textes-là, font une petite intro en quelques pages et disent en fait il y a 4 questions principales qui sont résultées de ces différents textes, de ces différentes discussions. Je me permets quand même de vous les lire parce que je trouve que ce n'est pas inintéressant de se demander aujourd'hui quelles réponses on pourrait y donner et voir peut-être les réponses qu'ils donneront les différents intervenants. Première question, les retombées de l'exigence interdisciplinaire sur la formation et le recyclage des juristes. Alors la question de la formation des juristes, ça va être une thématique qui sera ensuite traitée par le séminaire à l'initiative de François. Deuxième question, est-ce qu'on peut traiter de façon indifférenciée le dialogue noué entre le droit d'un côté et les sciences humaines et sociales sans autre précision? Or, elles sont toutes différentes, elles ont toutes leurs spécificités. Est-ce qu'on peut les mettre dans un grand paquet sans autre nuance? Troisième question, on va de plus en plus loin dans l'approfondissement. Le surgissement même de la question d'un dialogue entre le droit et les sciences sociales, est-ce qu'il ne devrait pas être interrogé sur le plan de la critique des idéologies ou de la sociologie de la connaissance? Pourquoi ces questions surgissent maintenant? Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur cette question même? Et quatrième question, évidemment, la question à 10 000 points. Peut-on même parler d'un tel dialogue à propos d'un échange mené entre sciences sociales et droit, vu les spécificités de ce dernier? Je cite, « Le droit est-il une science et à supposer qu'on parvienne à dégager la possibilité d'une science du droit, le statut assurément mixte du discours juridique, s'il peut y avoir une science du droit, le droit lui-même est une technologie imposant son codage, la réalité est toujours guettée par une dérive dogmatique, ne condamne-t-il pas toute forme d'échange à l'asymétrie ?» Je vous laisse le temps de vous pénétrer de ces questions pour y réfléchir tout au long de la journée. Conclusion des auteurs, c'est dans le creux de cet entre-deux que se dévoile la figure de notre épistémé, comme c'est dans l'échange du dialogue que s'articule le sens de notre praxis. Je trouve ça très joliment dit et je pense que ça reste très inspirant aujourd'hui. Ensuite, j'appelle ça les 30 glorieuses, mais donc c'est les 30 ans qui suivent ces fondements, enfin ces premières années qui amènent les fondements méthodologiques du séminaire.
l'arrivée de quelques personnes qui vont vraiment participer activement au séminaire, Alain Stroel en 85, Yves Cartevels en 96, et une dizaine d'années plus tard, discrètement le trio, je dirais, actuel, Diane Bernard, Antoine Bayeux et moi-même, chacun à notre rythme, et au début, très timidement, on assiste aux séances, on ne parle pas trop, en tout cas moi j'étais très intimidé. En 93, VDK devient recteur à la place de Jacques Dabin, un poste qu'il va occuper jusqu'en 2003. Hugues Dumont devient co-directeur en 2003, suivi par Yves Cartevels en 2005. Le temps me manque pour vous parler de toutes les publications du séminaire au fur et à mesure des années. Je vous les cite ici pour mémoire. Vous les avez certainement tous lus, ou en tout cas vous vous apprêtez tous à les lire, ou en tout cas acheter les livres qui sont en vente en haut. J'en profite pour placer discrètement une petite annonce pour ces beaux ouvrages. Et j'enchaîne déjà ici, parce que je voulais quand même prendre quelques minutes pour vous parler du SIEJ 2.0, la nouvelle génération, en tout cas la dernière décennie depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je fonctionne par ordre chronologique, vous allez voir que ce n'est pas par ordre d'importance. Il y a d'abord la revue qui a subi un lifting assez important, tant sur le fond que sur la forme. Alors sur le fond, ça devient droit en contexte, et François et Antoine Bayeux signent un texte dans lequel ils expliquent la nouvelle démarche et la triple ambition de cette nouvelle revue. Alors tout d'abord, c'est une espèce de vocation œcuménique, hein, c'est rassembler non seulement les théoriciens et théoriciennes du droit, mais aussi des juristes qui sont peut-être pas des philosophes du droit purs et durs, mais qui sont prêts à opérer un modeste décentrement du regard, moyennant une approche du droit en contexte au sens le plus simple de l'expression. Donc, ouvrir le plus possible et accueillir le plus possible de personnes qui sont intéressées par la question de la réflexion sur le droit. Ensuite, l'ambition de maintenir le statut de la revue de référence en matière de théorie générale du droit, garder le même standard, bien entendu. Enfin, une ambition méthodologique, voire épistémologique, qui s'enracine dans la conviction, je cite, que le droit ne se dévoile qu'à travers les discours que l'on porte sur lui, et qui se traduit dans le souci de faire dialoguer ces discours par-delà les frontières disciplinaires. Un article publié dans la revue de 2013, aussi un numéro qu'il faut avoir, parce qu'il y a plein de contributions sur l'idée du droit en contexte. Plusieurs auteurs sont dans la salle, ils se reconnaîtront. Voilà, je dirais que c'est aussi un classique parmi les différents numéros. Sur la forme, évidemment, cette belle couverture blanche avec le liseré rose va donner lieu à une nouvelle couverture qui va rester, qui est toujours celle qui est applicable actuellement, avec aussi une structure un petit peu plus fixé, figé dans la nouvelle revue. On a toujours une étude principale, un dossier, des nouvelles du SIEJ et des recensions. D'ailleurs, si vous avez des articles, n'hésitez toujours pas à les envoyer. Et le papier reste de bonne qualité, hein, Antoine, on peut le dire. Hein, il n'est pas glacé, mais il reste de bonne qualité. Alors, il y a aussi des départs de la plus ancienne génération, évidemment le départ de VDK, de Michel Trotteau en 2014. Je cite ici les mots de François dans l'hommage qu'il lui a consacré, qui est un très très beau texte. Je pense que tous ceux qui l'ont connu vont retrouver assez facilement de qui il est question. Un homme qui sera resté jusqu'au bout élégant, bienveillant, curieux de tout, attentif aux intérêts de chacun, chercheur et professeur jusqu'au bout des doigts, semeur généreux de mots et artiste du langage, qui traçait des pistes fécondes que d'autres suivraient avec reconnaissance. Un homme d'équilibre, de modération, d'équipe, de conviction et de foi. Ceci, évidemment, ce n'est qu'un extrait d'un texte qu'il faut absolument lire pour se souvenir de Michel, dont l'esprit, évidemment, je suis sûr, nous accompagne encore aujourd'hui. Alors ensuite, c'est Philippe Gérard qui va accéder à l'éméritat. Là, c'est encore François qui lui rend hommage en parlant des idéaux qui l'ont animé tout au long de sa carrière, une approche critique du droit, la recherche de qualité, l'interdisciplinarité dans l'enseignement et la recherche. Et puis François Host, qui accède à l'éméritat. On lui consacre un bel ouvrage, Le droit malgré tout, et c'est Yves Cartevels qui a la tâche difficile de lui consacrer un petit texte, et voici ce qu'il en dit de nouveau, c'est juste un extrait. Rendre hommage à François Host n'est pas la tâche la plus aisée qui soit. Le bouillonnement intellectuel et le foisonnement d'activité de celui qui reste aujourd'hui un pilier de la faculté de droit à l'Université Saint-Louis, Bruxelles, sont tels qu'on se perdrait à vouloir éclairer toutes les facettes de son talent. Je n'en dis pas plus pour ne pas heurter sa modestie. Il est parmi nous, mais il est toujours là. Et donc, on se réjouit quand même d'avoir cette figure tutélaire qui continue également à veiller sur nous.
Enfin, ce que j'appelais les générations futures, mais en fait, ce sont les générations actuelles. C'est la plus jeune génération qui a débarqué, à la base avec Antoine aux commandes, et puis Diane et moi l'avons un petit peu rejoint pour le seconder. Et cette initiative du manifeste pour la formation en droit, qui est sorti en 2016, c'est un texte court, mais qui vaut la peine de lire, puisque c'est un manifeste de toute la faculté de droit, mais qui est très, très, très largement inspiré et qui porte l'empreinte du SIEJ. L'approche interdisciplinaire y est marquée. Je pense que c'était un événement relativement rare, mais il faut quand même souligner, parce que je pense que ça rend compte de l'importance ou du rôle qu'a pu jouer le SIEJ dans la faculté de droit. Quelques ouvrages ensuite, on a quand même continué à proposer des thématiques. La dernière en date, c'est les postes vérité du droit, qui est toujours en cours. Et je me permets, pour conclure, de citer François et Michel Van de Kerkhove, qui écrivait ceci en 1982. Je vous laisse apprécier l'actualité du propos. Depuis leur création, le séminaire et la revue interdisciplinaire d'études juridiques poursuivent une réflexion épistémologique continue sur les problèmes que soulève l'approche interdisciplinaire des phénomènes juridiques. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Avant de me taire, je vais quand même faire un remerciement, parce que je crois que les autres remerciements interviendront plus tard. Je voudrais remercier très sincèrement Diane Bernard, qui conclura cette journée un peu plus tard, et qui a été la cheville ouvrière numéro 1 de l'organisation de cette journée, qui a pris sur son congé parental pour l'organiser. Quand je dis pris sur son congé parental, je ne sais même pas si on pouvait encore appeler ça un congé parental. Donc je voudrais, en conclusion, et parce qu'on est dans un jubilé et qu'on est censé pousser des cris de joie, en tout cas l'applaudir très 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 chaleureusement. Merci pour votre attention.